L'immobilier est-il une arme anti-inflation? On va en parler avec David Régin, directeur commercial du groupe Consultim. Bonjour David. Bonjour. Et également Nicolas Bouzou, qui est un économiste qu'on ne présente plus, qui dirige le cabinet Asterès et qui nous rejoint lui en duplex. Bonjour Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Thomas, je vous entends parfaitement. Bon, bienvenue Nicolas. Et on va parler en effet de ce sujet de l'inflation qui revient hanter pas que les économistes. Est-ce que c'est le grand retour de l'inflation? Et quelle est votre analyse sur cette durabilité ou pas de l'inflation? Moi je pense que oui. Alors l'honnêteté me pousse à vous dire que ma position est plutôt minoritaire. En fait, vous avez deux types de positions chez les économistes, hein. Vous avez ceux qui pensent que l'inflation actuelle, elle est liée évidemment à des augmentations de prix de matières premières. Donc je vous fais pas de dessin parce que tout le monde connaît ça par cœur, hein, mais les hydrocarbures, l'alimentation, et puis les coûts de transport et tous les prix industriels qui sont aussi liés aux difficultés qu'on connaît toujours en Chine, hein, puisqu'il y a toujours beaucoup de restrictions d'offres en Chine. Bon, mais l'idée de la plupart des économistes, c'est de dire que c'est une sorte de bosse qui va retomber. Alors moi, j'ai une idée qui est un peu différente, qui consiste à dire qu'il risque d'y avoir des effets de transmission de ces hausses de prix sur les salaires. D'ailleurs, c'est pas un hasard, pour être dans l'actualité française, si le principal débat lors de l'élection présidentielle, ça a été sur le pouvoir d'achat. Et c'était pas un faux débat, hein, puisque toutes les enquêtes d'opinion nous montraient que c'était la préoccupation principale de nos concitoyens. Donc c'est bien qu'ils voient ou qu'ils sentent, ils voient l'inflation, mais ils sentent que ça peut durer et ça génère des pressions salariales. Et en fait, le point principal, pour bien comprendre ce qui se passe, il est là. C'est-à-dire que si on a juste des hausses de prix de matières premières et que ça va pas plus loin, en effet, l'inflation, donc aujourd'hui elle est de 5% en France, elle va finir par retomber. Si en revanche, on a des effets d'entraînement sur les salaires, avec des hausses de salaires qui vont au-delà des gains de productivité des entreprises, ben là, vous avez 5%, 6%, et puis surtout, comme vous le suggériez, Thomas, ça dure. Un cercle vicieux qui s'enclenche absolument. Est-ce qu'on peut passer en vue les impacts sur les différentes classes d'actifs, en tout cas les principales selon vous, si cette inflation s'installait? Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a une inflation qui s'installe, tout ce qui est, je dirais, placement obligataire à taux fixe, et a fortiori les placements monétaires à taux fixe, voient leur rentabilité réelle chuter. Regardez, je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, vraiment, si vous êtes très très bon, le meilleur placement sans trop de risques que vous pouvez trouver, net d'impôt, bon, le meilleur, hein, il va être, disons, à 2%. Vous avez en France une inflation qui est de 5%. Alors, je prends le meilleur placement et je prends l'inflation française qui est la plus basse de tous les pays développés quasiment. Mais ça veut dire que dans cette configuration-là, vous avez un taux d'intérêt réel de 2 moins 5, c'est-à-dire de moins 3%. D'accord? Donc, vous voyez que dans le meilleur des cas, vous perdez 3% par an. Donc, il faut aller chercher d'autres choses. Donc, soit vous allez chercher du risque, bah, dans ce cas-là, très bien, vous pouvez le faire, hein, c'est votre problème. C'est très bien, ça dépend de vos arbitrages. Donc, vous allez sur évidemment des actions, c'est le plus simple, ou même des choses encore un peu plus risquées, un peu plus complexes. Bon, dans ce cas-là, alors là, moi, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, hein, mais j'ai une formation d'économiste, donc vous avez une rentabilité qui dépend du risque. Donc là, c'est vraiment votre arbitrage. Soit vous essayez en effet d'aller vers de la protection. Et alors, c'est là où David est le spécialiste, ce qui est pas mon cas, mais et là, vous allez aller par exemple vers des SCPI. Alors les SCPI, c'est facile parce que les loyers suivent grosso modo l'inflation, donc vous êtes à peu près protégé. Ou vous allez essayer d'aller vers de l'immobilier, immobilier de logement, immobilier d'entreprise, pour essayer en effet de vous protéger. Mais ce que je veux vraiment vous faire toucher du doigt, parce que ça c'est mon métier, c'est que quand vous avez des taux d'intérêt nominaux relativement modérés et de l'inflation, si vous épargnez sans risque, vous perdez de l'argent. Et en revanche, si vous vous endettez, c'est le raisonnement inverse. Vous gagnez de l'argent. Moi, par exemple, en ce moment, j'achète une boutique avec des taux d'intérêt de 1, 1,5% sur 10, 12 ans. Bah, a priori, en fait, je prends pas trop de risques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce Donc, qui a fait la fortune de la génération précédente dans les années 70 d'ailleurs, qui ont tous pu ouais, acheter. mais c'est très intéressant que vous disiez ça, Thomas. C'est très intéressant parce que justement, moi, mon idée, c'est qu'on entre dans un environnement financier qui est nouveau. Il est ni bon ni mauvais, mais par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et quand on s'est connus, Thomas, il y a 15 ou 20 ans, quand on faisait des débats, nos débats sur l'inflation, c'était complètement ésotérique.
C'était ah là là, l'inflation est de 0,7%, alors que la cible de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. Est-ce que la cible est bonne? Est-ce Pour qu'il fallait... regarder. Là, on n'est plus là-dedans. Ouais, ça a complètement changé. Vous parlez pas du tout de l'or ou des matières premières. Est-ce que, parce que certains vous disent qu'il faut aller sur l'or pour se protéger d'un retour massif de l'inflation? Là, c'est un truc de... Oui, il y a aussi ceux qui vont sur les crypto-monnaies. On pourrait parler du Évidemment, c'est Bitcoin. très... Ouais, non, non, mais en fait, je comprends ces raisonnements. Non, mais hors crypto-monnaie, d'une certaine façon, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que c'est d'aller vers des choses qui sont rares en soi. Alors après, moi, je suis pas spécialiste de ces marchés, mais c'est pas idiot de se dire, bah, comme on est dans un environnement qui est dans un environnement très inflationniste, je vais aller vers des biens. Donc, je vais aller vers de l'or, je vais aller vers des matières premières. Mais l'immobilier, c'est ça aussi. C'est d'aller vers quelque chose, si vous voulez, qui a une rareté intrinsèque. Une valeur tangible. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces explications toujours aussi limpides. Et j'espère qu'on se retrouve encore dans 15 ans pour disserter de tous ces sujets. Ah bah, c'est sûr que oui. La retraite à 65 ans. Allez, à bientôt. Merci, Nicolas. À bientôt. On se tourne maintenant vers David. Bonjour, David. Bonjour. Alors, vous êtes directeur commercial groupe Consulteam. Peut-être un mot sur Consulteam? Absolument. Donc Consulteam, c'est 25 ans même d'expérience au profit des professionnels du patrimoine. On est un distributeur de solutions d'investissement avec une particularité, c'est qu'elles sont quasiment toutes dans le domaine de l'immobilier, à sous-jacent immobilier. Donc on a à la fois des produits qui sont ce qu'on appelle de l'immobilier direct, la commercialisation de logements, qu'ils soient nus ou qu'ils soient meublés en résidence de service par exemple, ou en nue propriété, démembrement de propriété. Mais c'est aussi maintenant une offre qui se développe beaucoup dans le groupe, qu'on a nommée une offre financière, et dans laquelle on va retrouver à la fois de la pierre-papier, et puis une activité alors plutôt à la mode qu'est le crowdfunding. Alors, quand on écoute Nicolas, hein, c'est du pain béni c'est de la musique pour vos oreilles, comme disent nos amis anglo-saxons. Enfin, j'imagine. L'inflation l'immobilier résiste à l'inflation. C'est aussi votre conviction? Alors c'est une conviction, et puis quand on regarde dans l'histoire, vous les évoquiez les années 70, c'est aussi une réalité, c'est une conviction et une réalité. Donc effectivement, une des meilleures barrières contre l'inflation en termes d'investissement, c'est l'immobilier, alors sous toutes ses formes. Après, chacun se détermine en fonction de son appétence au risque par exemple, mais ce que permet notamment l'immobilier, c'est deux choses importantes, Nicolas l'a rappelé, c'est d'une part la possibilité de faire de l'effet de levier, hein, donc d'emprunter à taux fixe, avec des rendements qui, eux, et donc ça c'est le deuxième élément, suivent l'inflation parce qu'il y a une indexation des baux. Est-ce qu'il y a une limite à ce raisonnement? Est-ce qu'il y a un moment donné où, bon, même si ça présente des qualités, une inflation trop élevée risquerait de faire dérailler cette belle machine? Alors, il y a la question, alors ça c'est plutôt un point de vue personnel, une question que je me pose, c'est notamment sur l'investissement dans des logements destinés à la résidence principale d'un locataire, et notamment en nu, où effectivement il y a une indexation, hein, un indice qui s'appelle l'IRL, peu importe, mais qui suit plus ou moins l'inflation. On pourrait à un moment donné s'interroger sur l'évolution en fait, c'est-à-dire est-ce que ces baux vont vraiment pouvoir suivre l'évolution si jamais on avait une inflation très forte. Deuxième élément non négligeable qu'on voit sur le neuf, hein, ce qu'on appelle les ventes dites en VFA, en vente en état futur d'achèvement, c'est évidemment une hausse assez forte, voire très forte du coût des matières premières, associée à ça des nouvelles normes thermiques qui font qu'au final on a des prix de vente qui non seulement montent, mais surtout évoluent très vite dans le temps. Voilà, donc c'est peut-être un peu la limite avec une inflation très forte. Bon, si on garde tout ça en tête, alors on va parler de la SCPI optimale. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot optimal? Alors, on a voulu, je vous l'ai dit, hein, c'est finalement un métier qui est plutôt récent chez nous. Il y a quelques années quand même maintenant, on avait lancé un premier fonds qui était justement sur des locations meublées. Et là, on a décidé d'aller dans le monde très vaste hein, de la SCPI, donc de ce qu'on appelle de l'immobilier professionnel. Mais on a souhaité garder un peu notre ADN et finalement on a pris une stratégie un peu singulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout été sur des grands actifs comme font beaucoup des SCPI, des grandes tours de bureaux, des grands centres commerciaux. Nous au contraire on a pris un contre-pied total et donc en ça notre stratégie est assez singulière, c'est des petits actifs régionaux de proximité, défensif, assez résilient, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, on l'a vu dans la crise du Covid. C'est quoi concrètement? C'est les murs d'une boulangerie, c'est les murs d'un petit supermarché, c'est des bureaux, mais des bureaux modestes, je dirais. Et ça, vous dites, ça résiste mieux en cas de
crise, par exemple, ou de situations compliquées? Ouais, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est vraiment la capacité à retrouver rapidement un locataire à partir du moment où l'emplacement est bon. Donc on en revient toujours aux grands fondamentaux de l'immobilier. Et comme nous, on vient quand même du monde de l'immobilier et pas de la finance, entre guillemets, on garde notre regard spécialiste de l'immobilier. Donc c'est deux choses. C'est évidemment l'emplacement et donc la capacité, la loyabilité, c'est un terme pas très beau, mais de la capacité à renouveler rapidement un locataire. Là, on parle de loyers qui sont évidemment modestes et qui s'adressent alors à des petites PME, à des artisans, etc. Et puis, dans le pire des cas, c'est comment je pourrais transformer ce bien si jamais pour X ou Y raison il perdait sa valeur commerciale. Et là encore, on est assez attentif à ça parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. On peut prendre des exemples de géographie? Alors, géographiquement, c'est partout. Alors ça peut être évidemment de la métropole, mais ça peut être de la première couronne, ça peut être de la ville moyenne, par exemple à Dax. Je vous donne un exemple, on a acheté des bureaux neufs en face de la gare TGV. Pour ceux qui connaissent, il y a une gare TGV à Dax, et donc il y a en face un immeuble neuf, enfin plusieurs immeubles, et là on a acheté des bureaux qu'on loue à la chambre d'artisanat du Grand Dax. Mais ça ne va pas jusqu'aux zones rurales, parce que souvent ce qu'on voit, c'est en effet, vous parliez de boulanger, on a du mal parfois maintenant à trouver des boulangeries dans les plus petits villages. Non, on ne va pas quand même. On reste souvent en périphérie des grandes villes, et donc quand c'est une boulangerie, c'est par exemple celle qui est à proximité d'un rond-point qu'on connaît, pour ceux qui habitent en province, c'est ces boulangeries qui sont proches d'un rond-point, vous avez plusieurs milliers de voitures qui passent chaque jour, et là on sait que ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on est attentif à ça, et en plus on est dans une démarche ESG, ISR, de labellisation de notre fonds, et donc qui nous amène aussi évidemment à être sensible à la nature d'activité des locataires au-delà des biens en eux-mêmes. Les ambitions de ces SCPI? Les ambitions, c'est d'abord de délivrer du rendement, et c'est ce qu'on fait, on délivre 5,52. On a deux caractéristiques importantes pour nos téléspectateurs investisseurs. C'est deux éléments très importants dans l'investissement dans une SCPI. C'est le délai de jouissance. Parfois, c'est un peu long. Ça va jusqu'à 6 mois. Nous, on est à 3 mois de délai de jouissance. Donc, c'est assez rapide. Et deuxièmement, c'est la fréquence du paiement de ce dividende. Et là, dès le départ, on s'est mis sur une fréquence mensuelle. Donc, c'est une exigence pour nous, mais c'est important pour les investisseurs. Ça veut dire que chaque mois, ils perçoivent en fait leur dividende, donc équivalent à 5,52 par an. Leur loyer, donc 5,52%. Oui. Donc c'est ça l'objectif de rentabilité. C'est l'objectif, c'est celui qu'on tient depuis le démarrage. Et on est assez confortable. On rentre évidemment à des niveaux qui sont plus élevés. On en met de côté parce qu'on est des gens prudents. Mais on arrive à délivrer de façon très confortable, encore une fois, 5,52 de rendement, ce qui dans l'environnement actuel est quand même plutôt performant. Et justement, dans cet environnement actuel, est-ce que vous dites qu'il va falloir qu'on continue à s'adapter à ce marché qui subit beaucoup de chocs en ce moment, la hausse des taux d'intérêt, peut-être les difficultés d'une récession éventuelle ou autre? Oui, et alors justement, c'est aussi l'intérêt d'être sur des petits actifs. Quand je dis des petits actifs, pour vous donner juste une idée, la moyenne de nos acquisitions, c'est 2,3 millions d'euros. Ça nous met un peu en dehors du marché des gros, que ce soit les institutionnels, caisses de retraite, assureurs et autres qui viennent acheter de l'immobilier professionnel, ou des autres SCPI au fond, des autres fonds. Donc on est un peu à l'abri de ça, et puis ça nous permet d'être réactifs. Parce qu'on a beaucoup de petits actifs. Donc, vous pouvez arbitrer sur les différents biens. On peut arbitrer, exactement. Mais le corollaire, c'est que ça coûte peut-être plus cher en coût de fonctionnement parce qu'il faut aller sur plusieurs endroits et faire plus de boulot, mouiller la chemise. Exactement. Et aller voir l'actif. Et le boulot pour acheter un actif, il est le même, entre guillemets, quand vous achetez un actif à 800 000 euros ou 1 million d'euros, qu'il serait pour un actif à 10 millions. Et c'est même parfois un peu plus compliqué. Sauf que là, il faut faire 10 fois le boulot. Exactement. Et en plus, on a en face de nous parfois des vendeurs qui sont souvent des particuliers et qui n'ont pas forcément l'expérience de la vente à des professionnels comme nous qui avons un niveau d'exigence assez élevé. Donc des bonnes affaires, c'est ça que j'entends. Exactement. À l'achat. Pour vous. Merci beaucoup, David, de nous avoir présenté cette nouvelle SCPI Optimal. Merci. Ça s'écrit comment? Avec un E ou sans E? Avec un E. Avec un E. Optimal E. Et on peut la retrouver sur le site du groupe Consultim. Exactement, et chez Prime Alliance aussi. Et chez Prime Alliance. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons Placement.